Non, voilà. Voilà, donc bonjour à tous et bienvenue sur ce point marché. Donc Forex et CFD, voilà, donc normalement vous devriez pouvoir entendre le son, donc j'attendrai confirmation sur le chat. Donc si vous pouviez me confirmer que le son est bon de votre côté, le temps pour moi de vous faire un petit rappel des risques qui pèsent sur ce marché des devises via les produits donc CFD, puisque c'est une négociation sur marge. Qui dit négociation sur marge dit effet de levier, et donc il est important pour vous de bien comprendre donc les risques relatifs à voilà, merci pour vos retours relatifs donc à ce type de marché. Vous devez donc en être conscient et éventuellement consulter un conseiller financier indépendant si vous avez donc des doutes. En rappel, nous ne sommes pas des conseillers financiers, nous sommes des analystes. Nous vous donnons donc nos analyses à titre d'information, mais ça ne constitue en rien un conseil en investissement. Voilà, donc FXCM ne pourra être tenu responsable de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction perte ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation donc de nos informations. Alors, bon, bah, j'espère que vous allez bien. Donc, je vois que parmi vous, il y en a qui viennent de loin, visiteurs, qui viennent de la Réunion. Alors, commentaire de la part de William. Petite question, donc un bon chiffre ADP entraîne un bon chiffre NFP, vrai ou faux? Alors c'est vrai dans la plupart des cas, mais on a déjà eu des surprises avec un très bon chiffre ADP et un NFP en dessous des attentes. Donc j'ai envie de dire que c'est plutôt quelque chose qui fait sens, mais voilà, il peut y avoir des surprises de temps en temps. Et donc, il faut se méfier. Voilà, c'est un petit peu comme un petit peu toutes les statistiques. Finalement, quand une statistique arrive en phase avec les attentes du marché, eh bien, il n'y a pas de raison que le marché décale, puisque finalement, il est censé l'avoir déjà pricé. Mais si jamais la statistique est très en décalage avec ce qui était attendu, de par le consensus, et bien c'est là que on constate une forte volatilité. D'une manière générale, quand vous avez des stats importantes, donc là l'ADP, hein, c'est les stats relatifs à l'emploi, hein, pour notamment le non-farm payroll, hein, statistique clé américaine sur l'emploi, donc non agricole, et bien en général ce qui se passe quand la statistique arrive, c'est que beaucoup d'opérateurs se sont retirés à ce moment-là du marché, ce qui fait qu'il y a un manque de liquidité. Et donc, qui dit manque de liquidité, eh bien, dit que plus de volatilité, ça peut paraître un peu surprenant, mais en fait, si vous avez moins de liquidité, il est plus facile de faire déplacer le marché. Alors, relativement parlant, évidemment, on va pas faire bouger le marché de 5%, on est bien d'accord. Mais globalement, il est sur un 50, 100, 200 pips, il est plus facile de faire bouger le marché quand il y a moins de liquidité. Et donc c'est pour ça que en général il ne faut pas trader pendant les stats, puisque vous avez des manœuvres qui peuvent être réalisées pour finalement aller chercher vos stops. Donc on se retire tranquillement, on attend que la stat tombe, et là on intervient conformément à un plan que l'on aura établi avant la stat. D'accord? Donc ça c'est important. Si la statistique vous amène dans un endroit qui vous intéresse, ou qu'elle réalise un breakout qui vous intéresse, et bien en fonction de votre stratégie, vous pourrez être amené à vous positionner, mais c'est rarement une bonne chose de se positionner avant une statistique de ce genre. D'accord? Les NFP, ce sont des statistiques vraiment très importantes. Et donc attention. Bon alors, on va attaquer le point marché. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc bonjour Luciano, salut William, bonjour à tous, bonjour idem. On va regarder les statistiques, les statistiques, pardon, je vais déplacer ma fenêtre, alors je vais fermer celle-ci. Alors j'ai mon PC qui rame un petit peu, je vous demande une seconde. Voilà, donc je vais afficher la vue, donc journée de mes différents graphes. Alors je vous ai envoyé un article aujourd'hui sur l'AUDCAD. Alors j'aime bien de temps en temps prendre un peu de recul sur certaines paires,
Bon, vous avez remarqué un petit peu comment je fonctionne, hein, comment je procède. Bonjour USA. Comment je fonctionne. J'aime bien, au travers de mes articles quotidiens, attaquer un actif sur un horizon long et moyen terme. Donc ce que j'ai fait sur quasiment la totalité des actifs que j'ai traités. L'analyse long et moyen terme fait apparaître une forme de triple bottom sur l'AUD-CAD. Donc là, ça c'est une vue qui affiche les cours depuis 94. Mais sur cet actif-là, je suis remonté donc jusqu'aux années 60. Et donc on avait une belle tendance baissière. C'était pas du 1, 2, 3, 4, 5 parce qu'on avait des chevauchements, donc je l'ai modélisé en WXYZ. Et depuis, on est en train de faire plus ou moins, donc on le voit pas ici, mais une structure en double voire en triple bottom, à tout au moins constitution d'un range. Et donc le fait marquant, c'est que bon, la résistance des indices c'est une résistance qui est forte, hein, puisque c'est la ligne de coup du triple ou du double bottom. Donc tant qu'on est là-dessous, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'inversion de tendance, mais si on vient à casser à terme cette ligne de résistance, eh bien on pourra se donner des objectifs chartistes, donc du double ou du triple bottom, d'accord, par report de distance, sur la ligne de coup. Toujours est-il que le fait marquant sur cet actif, c'est cette oblique de moyen terme, hein, qui a capé les cours, qui a résisté aux cours depuis donc 95 et qui s'est polarisé en 2013 et donc qui a retrouvé finalement une forme de pullback sur la partie basse qui plus est de la fourchette d'Andrews, donc en octobre 2015. Donc depuis quelques mois, on a maintenant une poussée haussière sur cet actif, donc c'est intéressant. Alors ça montre aussi une chose, c'est que le dollar australien, c'est une devise, hein, qui est fortement connectée aux matières premières, mais pas tellement au pétrole. Alors que le dollar canadien, c'est également une devise connectée aux matières premières, mais beaucoup au pétrole. Et donc une appréciation du dollar australien vis-à-vis du dollar canadien pourrait montrer une forme de surperformance des matières premières, comme l'or par exemple. On sait que la UDF est corrélée à l'or vis-à-vis du pétrole. Donc peut-être que des stratégies qui pourraient être intéressantes si par exemple vous maîtrisez mieux les matières premières, si vous avez vous une appétence particulière pour le trading des matières premières, peut-être que si on se dit que l'AUD peut superformer le CAD sur l'année à venir, peut-être qu'une stratégie mix d'achat des métaux par exemple, on sait que l'AUD exporte aussi beaucoup de fer. Bon, le fer s'est énormément cassé la figure, d'autant plus que la Chine importe moins puisqu'ils sont bon, il y a une croissance moindre que ces dernières années, hein, la crise entre guillemets aidant. Les métaux ont tous dévalé, hein, le cuivre on va regarder ensemble, mais globalement pourquoi pas se dire, c'est vrai, puisque ces métaux sont bientôt arrivés sur des points bas, peut-être une stratégie où on achèterait les métaux tout en shortant le pétrole pourrait être finalement une analogie avec un achat sur la UDCAD, puisque l'USD-CAD est inversement corrélé au pétrole. Donc ça pourrait être quelque chose qui ferait sens si la UDCAD évidemment devait confirmer ce biais que je vous propose. Donc pour revenir sur cet actif, ce qu'on peut voir, c'est qu'actuellement la UDCAD, donc en mensuel, est de nouveau sous une oblique. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe, mais ce qui peut être intéressant, il ne faut pas se précipiter, on est ici dans une optique d'investissement moyen terme. Si on a bien une fracturation de cette oblique qui est ici, je pense qu'on va arriver après de nouveau sous cette résistance Fibonacci, là les 1,020. Et je pense qu'ici on peut avoir un pullback de la part des cours. Et si on revient tester, voyez, cette oblique qui est ici, par exemple, voyez, si on revient vraiment sur cette zone, on aura retracé 50% de cette poussée haussière. Et donc avec un stop ici, avec un objectif de retour sur les indices, on voit tout de suite qu'on est sur du 1, quasiment 1 pour 3. Avec même derrière comme objectif les 1,20, j'ai envie de dire, pour prendre une deuxième ligne d'objectif.
Et sachant que si on arrive sur les 1,20, ça veut dire que nous aurons cassé la ligne de coup. Pardon, excusez-moi, que nous aurons cassé la ligne de coup donc du double bottom et qu'on peut à ce moment-là espérer même un 30, un 40 derrière comme objectif technique de cette structure chartiste. Donc pourquoi pas une stratégie de moyen terme. Alors il faut prendre son temps, pour l'instant on est sous cette oblique, mais c'est vrai que vous voyez, si on vient buter sur cette résistance et qu'on revient ici, on sera toujours dans cette zone de pullback de cette oblique, on sera sur la partie basse du canal Andrews, on sera en pullback de cette oblique sur les 50% de retracement. Vous voyez, avec un stop là juste sous cette mèche, ça peut être une stratégie au moins qui a du sens d'un point de vue chartisme. Voilà, donc ça c'était pour la UD CAD. Juste pour terminer sur le CAD, vous voyez donc le GBP CAD, on est toujours dans une stratégie vendeuse. Ça fait maintenant 3 semaines que je vous en parle de ce GBP CAD. On est en train, vous voyez, bon, si je devais enlever cette fourchette-ci pour plus de clarté, voilà, donc elle va bientôt disparaître. J'ai mon PC qui rame beaucoup. J'espère que je lag pas trop. Vous voyez, donc on a une belle fourchette d'Andrews. On a ici une oblique. Vous voyez, l'oblique, on l'a longée. On est en train de la fracasser avec une très belle bougie baissière. Et donc, si on vient à casser cette résistance qui est ici, ce support pardon qui est ici, vous voyez, qui est matérialisé par ces bougies là, en fait ces toupies, et bien si on fait un plus bas, et bien a priori on va aller rechercher de nouveau la ligne médiane, qui était donc pour moi un objectif important donc de retour. À partir du moment, vous voyez, où on a une fourchette d'Andrews qu'on va caler sur les plus bas. Donc à partir du moment, donc c'est simple, hein, j'ai pris ce swing en fait, low high qui est ici, vous voyez, qui me donne une distance en fait, une amplitude, et j'ai donc ajusté la fourchette d'Andrews d'origine pour l'adapter vraiment sur les bas. Et vous voyez, c'est vraiment sur les hauts que le marché a réagi, donc on a un canal de régression. Vous voyez qu'on mathématiquement on pourrait voir qu'ici on a une droite de régression linéaire. Et donc là, le but du jeu, dans ce cas de figure, c'est d'aller rejoindre la médiane, ce que fait le marché très souvent. Et donc ici, vous avez un seuil clé, donc le niveau psychologique des deux. Hein. Et donc si on clôture en dessous, c'est qu'on fait de nouveau un breakout, c'est-à-dire qu'on aura à la fois cassé un support horizontal, donc un support chartiste, hein, on voit bien ici en clôture que c'est là que ça se joue, et également donc une oblique. D'accord, donc là pour moi pour le coup c'est direction ligne médiane et prise de bénéfice dès que le marché arrive là, parce que je pense que ça peut retracer, mais éventuellement laisser un solde, courir au cas où finalement le marché irait rechercher cette amplitude à partir d'ici, c'est-à-dire pourquoi pas le bas du canal. Donc une stratégie, moi je vous avais dit que l'idée c'était de shorter là-dedans. On a eu une statistique qui était bonne, hein, sur le dollar canadien hier. C'est une statistique qui portait sur le PIB, et le résultat a été mauvais pour le dollar canadien. Et donc forcément l'USD CAD s'est apprécié, donc le GBP CAD a fait une mèche. Mais vous voyez, hein, à un moment donné, on a beau avoir des statistiques qui vont dans le sens contraire d'une analyse technique, quand le marché a envie de suivre finalement, quand il a décidé de suivre un chemin donné, eh bien il y va, quoi, tout simplement. Alors évidemment, dans le GBP CAD, il n'y a pas que l'USD CAD, il y a évidemment la livre, donc nous allons regarder la livre et puis nous ferons un tour sur l'USD CAD. Donc qu'est-ce qui pousse le GBP CAD? Eh bien c'est le GBP qui n'arrête pas de faire des plus bas. Donc vous voyez, pour le moment les stratégies que je vous ai indiquées sont des stratégies qui sont porteuses. Le GBP, je vous avais indiqué que c'était une zone de pullback, et depuis il n'arrête pas de s'enfoncer, et ce n'est pas, vous voyez, c'est quelque part là ces formes de marteau qui vont y changer quelque chose. Dès que le marché était recherché la fourchette d'Andrews que je vous ai donnée maintenant depuis plusieurs semaines, et bien bing, de nouveau pression baissière. Et donc écoutez, il n'y a pas de raison pour le moment qu'on s'arrête.
il va falloir faire attention à cette oblique hein, qui est ici, donc ça serait au niveau du prix des 1,49 on va dire, donc 1,49 on va dire niveau de prix un peu psychologique. On voit que ça correspond aussi, ça peut correspondre à une forme de support chartiste, hein, vous voyez ici là, il s'est passé quelque chose hein, sur ce niveau de prix qui est là, donc les 1,49, on y est bientôt, il peut se passer quelque chose, mais si mon décompte héliotiste est bon, c'est-à-dire que nous avons bien une vague 1-2, eh bien il n'y a pas de raison que la vague 3 s'arrête là, et au contraire, que la vague 3 peut enfoncer et aller rechercher, pourquoi pas, les 1,46, c'est-à-dire la ligne médiane d'un canal de régression de moyen terme beaucoup plus important. D'accord. Donc on voyait ici, on a buté là, et puis on viendrait, paf, rechercher, pourquoi pas, les 1,46. 50. Donc c'est une éventualité. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ici on avait un bon point de short hein, que je vous avais préconisé. Là, c'en était un peu plus marginal, qu'il fallait peut-être, si vous étiez pas vendeur ici, peut-être négocier en intraday. Bon bah là maintenant il n'y a pas grand chose à faire, hein. Si vous n'êtes pas dedans, il faut le laisser partir. Éventuellement voir si sur des paires croisées il n'y a pas des autres opportunités que vous pourriez saisir. En parlant d'autres opportunités, je vous avais parlé du GBP AUD sur lequel moi je m'étais positionné et j'ai pris des bénéfices, mais j'aurais dû garder un solde. Vous voyez, donc ça c'est une belle fourchette d'Andrews, et quand le marché est venu taper donc la ligne médiane, moi j'ai pris mes bénéfices, vous voyez, même un peu plus haut. En fait, j'étais entré dans une position intraday avec un stop très petit, donc j'ai fait du 1 pour 5, ce qui était très joli. Et donc moi j'ai décidé de clôturer cette position, simplement parce que parfois dans ce genre de position, quand le marché revient chercher la ligne médiane, il peut aller retester la partie haute, vous voyez, en butant ici, en revenant chercher même parfois marginalement un plus haut, avant de repartir, et à ce moment-là, mon stop est touché, donc vu que j'étais pas rentré tout là-haut, je me suis pas posé de questions et j'ai pris mes bénéfices. Maintenant, si vous étiez pas sur les actifs en GBP, comme je vous le dis, hein, c'est un peu tard maintenant pour entrer, donc il faut le laisser partir. Et puis éventuellement regarder dans des positions peut-être intraday en se mettant en M15 si des opportunités s'offrent à vous dans cette unité de temps. Toujours dans le sens donc de la tendance de fond, c'est-à-dire dans une vision baissière. Alors, on va regarder PC qui rame énormément. On va regarder l'USD CAD. L'USD CAD qui est toujours sous sa résistance. Je crois qu'à 14h30, on a dû avoir une statistique. Avant le grand 1 du GBPUD, est-ce que c'était un retracement? C'était une diagonale d'initialisation. J'en ai parlé sur mes webinaires précédents. Donc une diagonale d'initialisation en 5 temps et qui a fait l'objet d'une petite vague 2. Et donc là, nous sommes a priori en développement vague 3. Donc une diagonale d'initialisation montre beaucoup de chevauchement. Et c'est pour ça qu'on a l'impression d'avoir quelque chose de très chevauchant, et je dois vous avouer que c'est pas le plus facile à analyser. Il peut y avoir d'autres décomptes, mais pour le moment la vision baissière que j'avais sur cet actif se confirme, et donc il n'y a pas de raison de changer. Alors on va aller voir l'USD CAD. L'USD CAD qui se trouve toujours voilà, sous sa résistance. Je vous ai donné un article intéressant en début de semaine sur cette USD CAD. Donc écoutez, pour l'instant ça n'a pas bougé. C'est pas un actif qu'il faut shorter. En fait, assez étrangement, on est dans un moment sur cet actif où il faut rien faire. Voilà, je suis en train d'agrandir ma fenêtre. Et je vais vous l'expliquer. Je ne suis pas entré trop dans le détail dans mon article sur cette vue journée, mais elle est pas mal en fait. J'aime bien l'angle en fait de marché que j'ai trouvé, que j'ai négocié, même si il n'est pas sans dose de subjectivité. Je vais quand même vous en faire part.
Et donc c'est une fourchette qui prend naissance sur ces... Alors c'est des fourchettes un peu particulières puisque le point pivot 1 c'est un point pivot fantôme, c'est-à-dire que ce point n'existe pas. Mais j'essaye mais je vais jouer en fait sur l'amplitude d'une vague. Vous voyez ici, nous avons eu cette vague baissière, c'est une impulsion baissière. D'accord? Donc si j'avais la certitude que ce point 3, il est là, je peux vous dire que ça, c'est pas du 3 temps. Ce truc-là, ça ressemble à tout sauf à du 3 temps. Donc j'ai plutôt envie de dire que c'est une impulsion. Si je pouvais dire qu'ici on était en sommet de vague 3, eh bien je pourrais vous dire avec une forte probabilité que ça c'était une vague A, ça c'est une vague B en 3 temps, et là on va avoir une vague C baissière. D'accord? Mais je ne suis pas certain. Je suis pas certain. Voilà. Donc il est possible que ça ce soit en fait une vague 3 ici, avec une vague W, X et Y, ou ABC, et que donc ici nous pouvons avoir une reprise de la tendance haussière avec une vague 1 un peu compliquée qui peut être en fait une forme de diagonale. D'accord? On aurait ici une vague 1, vague 2, une vague 3, une vague 4 un peu bizarre. Vous voyez, ici on aurait une forme de diagonale qu'on pourrait matérialiser de la sorte avec un trait comme ceci et un trait comme ceci, mais je vous avoue que c'est tellement moche que pour l'instant je préfère pas proposer de décompte. Ce que je sais, c'est qu'on est sous résistance, ça n'a pas changé. On a, vous voyez ici on a fait une mèche sur les 1,3460, donc cette mèche montre que des vendeurs se sont manifestés, et donc j'ai positionné une fourchette en utilisant donc ce swing high low qui est ici, et positionné donc après en termes d'angle sur pratiquement la clôture. Et vous voyez, on est en train de travailler finalement la partie haute de cette fourchette. Alors, qu'est-ce qui me permet de donner cet angle-là, puisque cette fourchette elle est virtuelle, tout ce qui est en pointillé, en fait les fourchettes en pointillé, ce sont des propositions de canaux de régression. D'accord? Et à partir du moment où c'est un canal de régression, c'est non sans subjectivité. Et donc il faut considérer qu'il y a toujours des marges d'erreur qui peuvent apparaître sur les angles, et le problème c'est que ça change parfois pas mal de choses. Donc je le mets pour information, et en général j'essaye de confirmer l'angle d'un canal de régression par des obliques polarisés que je pourrais trouver ailleurs sur le graphe, qui me permettraient de dire que cet angle-là a l'air d'être reconnu par le marché. C'est vrai que quand on voit ici un angle comme celui-là, on voit ici qu'on a une forme de polarisation. Vous voyez, sur ce top, ici on est venu buter dessus. C'est intéressant. On a ici, vous voyez, un top. On a l'air de travailler plus ou moins. Donc c'est pas très très net, c'est pas très très propre. Et donc c'est quand même hautement subjectif. Mais il me semblerait quand même que le marché travaille un peu sur cet angle. Donc je suis pas acheteur moi de l'USDK d'ici. Pour être acheteur, il faudrait qu'on ait un retracement en fait qui aille bien. Pourquoi pas sur cette zone qui est ici, qui pourrait être intéressante. Ce qu'on pourrait par exemple faire, c'est tracer, alors pour l'instant ça reste une simulation, puisque je n'ai pas certitude que nous avons ici un point haut. Mais si ça devait être le cas, on pourrait tracer une fourchette d'Andrews, comme ceci. Et on regarderait, alors là, vous voyez, cette fourchette-là d'Andrews me plaît pas trop. Voilà. Elle ne me plaît pas trop parce qu'elle est très verticale. Vous voyez, j'essaye de trouver des points d'énergie. Donc un point d'énergie, c'est un moment sur le marché où viennent en confluence des éléments relatifs à des fourchettes d'Andrews. Donc vous voyez, cette zone qui est ici, c'est ce qu'on appelle un point d'énergie. C'est-à-dire qu'on arrive sur le bas d'un canal haussier et en même temps sur la ligne médiane. On sait que la ligne médiane agit comme support dynamique. En général, il y a des gens qui prennent des bénéfices ici. Si à cela s'ajoute le fait que d'autres intervenants peuvent prendre des achats fermes
venant de ce support qui est ici et de ce bas de canal, eh bien le mix des deux fait qu'on a un rejet des prix haussier et donc une zone d'intervention haussière. D'accord? C'est comme ça qu'il faut le voir. Néanmoins, bon bah là il y a tout à fait il y a une impossibilité. Est-ce que le marché vienne chercher cette zone? Vous voyez, c'est simplement beaucoup trop vertical. Alors néanmoins, ça ne veut pas dire que cette fourchette d'Andrews, elle n'est pas vue par le marché. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que le marché longe, vous voyez, on peut donc déborder cette fourchette, et si finalement le marché vient ici, on a de nouveau un point d'énergie. On aurait la ligne médiane de ce canal de régression, qui est censé attirer les prix par action-réaction. Donc le principe d'action-réaction, c'est quand vous pouvez donc déterminer un canal de régression, quand le marché vient tester, vous voyez, on a une action, ça c'est la ligne d'action, ça c'est votre ligne de réaction. Et donc, si cet angle est confirmé, l'objectif c'est un retour sur la ligne médiane. Et bien, si cet objectif pouvait se faire ici, vous voyez, sur les 1,30, en plus, zone de prix psychologique, dans ce timing-là, ce serait parfait puisque nous aurions finalement une oblique Andrews en support, ce bas de canal, cette ligne de tendance, cette zone de prix psychologique, les 1,30. Et donc là, ça serait vraiment intéressant pour rechercher de nouveau des achats, pour se remettre dans le sens de la tendance en espérant cette fois-ci une cassure de la ligne donc de résistance des 1,34, 1,34,50. Alors, je vais publier les questions que vous venez de me poser. Alors, question de la part de Roland. Comment appelez-vous une vague d'Elliott en ABC avec B supérieur au dernier plus haut, point 3? Ici, c'est ce qu'on appelle un flat. C'est ce qu'on appelle une structure en flat. Voilà, une structure à plat. Et donc, c'est une structure elliotiste, ce qui peut paraître surprenante, mais qui est tout à fait conforme à l'analyse elliotiste. D'accord. Donc un flat en fait est attendu en général c'est du 3, 3, 5. D'accord. Faudrait descendre en H4, mais un flat doit pouvoir se décomposer avec une première vague en 3 temps qu'on voit bien ici. Là, une vague en 3 temps que j'ai un peu de mal à voir, il faudrait qu'on descende en H4, et ici du 5 temps, et ça a vraiment l'air d'être du 5 temps. D'accord. Un flat doit toujours être en 3, 3, 5. Si cette vague se fait pas en 5 temps mais en 3 temps, attention, c'est que votre décompte n'est pas bon et que vous devez reconsidérer votre décompte précédent, et peut-être qu'à ce moment-là, ici, on aurait eu un 3 qui est ici, mais là, c'est dur de voir du 3 temps dans cette vague-là. Donc voilà, donc c'est une structure en flat qui est... c'est pas forcément le plus fréquent, mais bon, c'est quelque chose qu'on voit quand on a un marché qui est très haussier finalement. Simplement parce que quand on a fait la première vague A, le marché a continué de pousser derrière, même si derrière il y a eu un essoufflement, ça montrait que le marché il était quand même vraiment bullish à ce niveau-là, et c'est que ici vraiment qu'il s'est décidé. Voilà. Maintenant, à voir si ça peut pas se transformer en quelque chose d'un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'on aurait ici finalement du ABCW, X en 3 temps, et Y, en 5 temps. Donc à voir, c'est pas mon scénario privilégié. Pour l'instant, on est bullish jusqu'à preuve du contraire, sous résistance, donc là c'est vraiment pas le moment d'acheter. Il faudrait acheter sur repli pour bénéficier donc de cette tendance de fond qui, même si elle montre un essoufflement, pour le moment n'est pas encore contredite par le marché. Alors, le 4 ne devrait pas être en A sur l'USD CAD. C'est-à-dire ici, c'est impossible puisque... ah oui, c'est-à-dire que je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que nous aurions eu une vague 4 ici, et puis une vague 5 ici. Alors, si tel était le cas, eh bien, là, nous faisions en fait une vague 1, puisque là nous avons une vague dans ton scénario, donc visiteur, ce serait une vague 5.
Donc là, ça veut dire que une vague 5, c'est que ça on fait une 1, 2, 3, c'est-à-dire que tu serais fortement baissier sur l'USD CAD. C'est pas le scénario, mon scénario privilégié. Pour moi, on n'a pas encore fait de vague 5 sur l'USD CAD. On est en haut de vague 3. Pour moi, la question c'est est-ce que le 3 c'était ici ou ici? C'est la question que je me pose. Mais on n'est pas pour moi sur une vague 5 pour le moment. Donc je reste bullish moyen terme sur cet actif. À quel moment doit-on tracer les retracements ou expansions Fibonacci? Eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de marques. Comment pouvons-nous vous poser des questions sur la vidéo après coup, éventuellement via mon compte Twitter? Pour accéder à mon compte Twitter, donc vous pouvez me les poser publiquement, créer un compte Twitter et posez-les moi. Pour me poser la question, il faut vous abonner en fait à mon compte. Mon compte c'est @lavallée LAVA2L2E et Nicolas, tout simplement. Alors, du coup, je perdais, oui. Donc, la question de la part de Alain34, à quel moment doit-on tracer les retracements ou explosions Fibonacci? Donc, en fait, il y a eu, moi j'ai une règle euh, qui vient en fait de Marc, qui est un analyste contemporain qui a pas mal d'influence sur le marché. Et lui, en fait, il va considérer qu'on a atteint un top ou un creux à partir du moment où vous avez un certain nombre de bougies à gauche et à droite qui vous permettent de dire qu'effectivement, si on parle d'un sommet, ce sommet n'a pas été dépassé. Donc vous voyez, ici par exemple, là, ce sommet ici, on avait plus de 8 bougies sur la gauche, plus de 8 bougies sur la droite. Donc il était évident qu'ici, nous avions atteint un haut de marché. Donc là, bon, quand vous avez un mouvement très directionnel comme ça, je pense qu'il ne faut pas non plus 8 bougies. Mais vous pouvez utiliser entre 5 et 8 bougies. Après, tout dépend du niveau d'agressivité que vous voulez avoir sur votre stratégie. Mais lui, il aime bien utiliser, définir en fait un top et un creux de marché avec au moins 8 bougies à gauche et 8 bougies à droite. Vous voyez, par exemple ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies. Donc si la prochaine bougie est baissière, eh bien ça veut dire qu'on aura eu 8 bougies sur la droite qui n'ont pas permis au marché de battre donc ce top qui est ici, et donc on va considérer ce top comme un top de marque. Donc on va lui donner plus de poids, et donc à partir de ce moment-là, eh bien on peut commencer à tracer des expansions. En fait, la question c'est à quel moment doit-on tracer les retracements ou explosions Fibo? La question c'est plutôt à quel moment doit-on considérer un top ou un bottom comme étant un élément chartiste probable, tout simplement. À partir du moment où vous êtes sûr que là vous allez bien faire un top ou un bottom, et bien ça y est, vous placez vos niveaux de retracement, et la question, si vous aviez un double top, c'est jusque où ce double top peut retracer pour éventuellement après se remettre dans le sens de la tendance de fond qui était haussière si on parlait d'un double top. Vous voyez, et donc de suite, vous pouvez placer également une expansion Fibo et faire votre recherche de cluster pour regarder quelles seraient les zones de support qui pourraient être suffisamment fortes pour remettre les cours dans le sens de la tendance initiale. Donc à quel moment doit-on tracer les retracements ou expansions Fibo? À partir du moment où vous déterminez avec on va dire une évidence qu'on a bien affaire à des tops et des bottoms. D'accord. J'en profite pour regarder l'USD Yen sur le graphe que je vais vous afficher. Donc, pardon, pas le G, puisque j'étais sur le GBP il y a quelques instants. Je vois le graphe sur le GBP Yen. Je vais vous l'afficher comme ceci. Moi, je dis attention, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe donc des choses sur le GBP. Vous voyez, ça c'est une structure qui a l'air, je vais le mettre en plein écran, il faut que quelques secondes de lag, j'ai quelques secondes de lag sur mon PC, voilà, c'est en train de se mettre en grand écran, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions. Question de la part de Luciano, serait-il possible d'ouvrir une file sur le forum DailyFX?
Euh, oui, c'est possible, et en même temps, c'est pas évident pour moi de trouver du temps euh, non plus pour animer une file. Néanmoins, pourquoi pas, pas forcément une file que j'animerai, mais sur une file sur laquelle j'interviendrai. Je vais demander effectivement à l'équipe d'EliFX qu'on crée une file de discussion Elliott Wave et Fourchette d'Andrews, dans laquelle je vous inviterai à poster vos propres analyses. Et je viendrai poster les miennes, mais je ne pourrai pas répondre à toutes les questions puisque ça me prendrait trop de temps et que mon temps est malheureusement compté. Donc je ferai mon maximum pour intervenir. J'ai également j'ai envie de lancer un projet, euh, pas évident, mais j'ai envie de lancer en fait un projet euh, avec DailyFX, euh, de en fait un projet qui aurait pour essence de centraliser tous les contenus à contenant pédagogiques qui ont été et qui seront diffusés sur DailyFX et via le forum. Et je réfléchissais éventuellement à une structure un peu Wikipédia qui vous permettrait également d'intervenir. Et donc, je vais voir avec eux si on ne pourrait pas lancer en fait un sujet de la sorte, savoir qui dans la communauté pourrait être intéressé pour participer à la construction d'un projet qui se voudrait très pédagogique, qui reprendrait tous les éléments de l'analyse technique et qui aurait pour ambition de devenir quelque part une forme d'encyclopédie sur l'analyse technique, portée évidemment par les couleurs et la communauté d'EliFX. Donc je pense que ça peut être une bonne idée et j'aimerais bien personnellement donc m'investir dans un projet comme celui-là. Donc je vais voir également si la possibilité m'est donnée. Alors vous voyez donc le GBP Yen, pour y revenir, en hebdo. Euh, bon, on a une structure ici où il faut faire attention. Éventuellement on peut avoir une structure en double top. Euh, c'est la question à laquelle que je me pose. Le fait est que nous sommes arrivés sur la partie haute d'un canal de moyen terme que je pourrais mettre en monthly. Il me semble avoir réalisé une analyse technique sur le GBP Yen sous la forme d'un article où j'avais dit que j'étais baissier sur cet actif. Alors attendez, le temps que MarketScope, c'est pas MarketScope qui fatigue, c'est mon PC. Euh, et donc voilà, ça s'affiche en mensuel, ça risque d'être un peu brouillon. Mais vous voyez, on a une grande fourchette d'Andrews qui est ici, donc une fourchette d'Andrews très objective. Et on est arrivé en fait à l'objectif de cette structure en double bottom, vous voyez, qui est ici. On a atteint les 1,618 et vous voyez, le marché il bloque sous le haut de cet Andrews et il est en train de repasser donc ces zones de prise de bénéfice. Donc ces zones de résistance qui auraient pu se polariser pardon, en support, mais qui sont en train peut-être de lâcher en raison donc de cette fourchette d'Andrews. Et donc, je me demande si par action-réaction, justement, vous voyez, parce qu'on a également ici une fourchette d'Andrews que j'ai volontairement transformée en canal de régression, c'est-à-dire en l'associant, en changeant l'angle pour qu'il touche les plus hauts, et bien par action-réaction, ici, si on a bien la constitution d'un top, on devrait aller rechercher la ligne médiane, d'accord, où se posera la première question. Mais ce qui peut se passer, c'est d'avoir ici, pourquoi pas, une forme d'1, 2, 3 reversal, c'est-à-dire que le marché reviendrait tester la zone des 1,72, 1,73, pour ensuite retester, pourquoi pas, le haut de cette fourchette. Et si on vient à casser la ligne de coup, c'est qu'on va aller beaucoup plus bas, voire même une reprise de cette tendance baissière. Donc si ça devait être le cas, je ne suis pas en train de dire ça pour le moment. Pour le moment, ce que je vous dis, c'est que on est sous résistance multiple avec un objectif de retour sur cette ligne médiane. Je ne vous dis pas plus. Ce que je veux simplement dire par là,
c'est que vous voyez, on peut essayer d'agrandir un petit peu, hein. On a des structures chandeliers qui peuvent être piégeuses. Alors ici, on a quand même, j'ai l'impression, même si ça peut se jouer à pas grand-chose, non, c'est pas un rami. Je pensais qu'on avait un rami, mais pas vraiment, quoiqu'ici, c'est possible finalement qu'on ait exactement la même résistance. On voit qu'en fait là, on a une résistance sur les 186,22. Vous voyez, les clôtures mensuelles, elles sont assez parlantes. Donc les 186, pardon. Euh, Là, on a eu un rejet des prix. Donc, vous voyez, ici, on avait un canal. Le marché a cassé ce canal. C'est quand même un signal important. On avait un canal Andrews qui a permis de modéliser la hausse depuis 2011. Et on a cassé ce canal. Ce faisant, le marché est venu chercher directement la ligne médiane de la fourchette d'Andrews issue de ces deux tops qui étaient ici et ici. Et là, on est finalement en pullback du canal. Vous voyez, on est en pullback de ce canal qu'on a cassé. Et donc, on a un point d'énergie, puisque nous avons le canal que nous avions cassé, nous avons cet oblique de moyen terme, et qui plus est, ce niveau de résistance ici, Fibonacci. Donc là, je ne suis pas surpris de voir que le marché a trouvé la présence de vendeurs. Donc quand je vois ce pre-section, euh, moi je suis plutôt baissier, quoi. Ce qui voudrait dire que sur la livre, la vision que j'avais, c'est un creux en pince et un petit retracement. Vous voyez, on a un creux en pince ici à ce niveau-là, puisqu'on a deux bougies qui constituent un support. Ici, là, on aurait pu imaginer que si on avait une forme de sommet en pince, sauf qu'un sommet en pince, c'est plutôt là. Vous voyez, là, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un sommet en pince. Ça, c'est une structure qui était super bearish, en fait, hein. Regardez le pre-section qu'on a à ce niveau-là. On a d'abord une structure un peu qui cale. Vous voyez, on a trois chandeliers avec un chandelier ici plus petit que le précédent, une mèche. Derrière, on a un pendu et quasiment une avalanche baissière. Donc en fait, ici, on a un premier signal du marché qui nous dit attention, structure qui cale potentiellement, même si cette bougie-là elle est plus grande que la précédente. On a un essoufflement, premier signe avec une mèche qui apparaît sur le marché. Derrière, on a un pendu. Euh, Ce pendu, vous voyez, en termes de psychologie, qu'est-ce qu'il indique? Il indique que le marché n'a pas réussi à battre un plus haut, et que on a eu une pression baissière, même si on a réussi à clôturer au-dessus de la clôture mensuelle précédente, on a eu ici une pression baissière, d'accord, refoulée, j'ai envie de dire en fin de mois, néanmoins un signe alarmant. Et derrière, bing, avalanche baissière. Donc pour moi, ça c'est l'élément le plus fort. Ça c'est l'élément qui nous dit, d'un point de vue price action, on a une psychologie baissière qui est donc issue de ces dernières bougies. Euh, Derrière, bon, on a effectivement finalement une bougie d'indécision, plus ou moins, avec de nouveau, bon là on a un doji avec une petite mèche vers le haut. Ça n'a pas énormément de signification, mais ça n'a pas non plus de signification haussière. C'est plutôt une signification neutre. Mais le fait est que nous avons fait cette mèche ici, pile, j'ai envie de dire, sous cette zone donc de pullback du canal. Donc la cassure de cette zone de support qui est ici, donc là, le bas de ce doji, pour moi, va réattirer de nouveau les cours vers la ligne médiane, c'est-à-dire qu'on va réaliser de nouveau un point bas sur cet actif. Donc moi je reste bearish sur cet actif là, et je pense même qu'on pourrait se mettre un niveau d'expansion comme ceci pour aller rechercher pourquoi pas le niveau vraiment de support des 176,84. Toujours est-il que attention, reprenons un peu de recul. Si par action-réaction j'avais un bon canal de régression, eh bien ce canal va attirer les prix vers sa ligne médiane. D'accord? Donc le tout fait que une vision bearish, sur le GBP Yen.
il y avait le cuivre qui était intéressant. Le cuivre, même si j'ai pas de décompte héliotiste à vous montrer, le cuivre est arrivé sur des bas de canaux. Euh, bon, tenez pas trop compte de ce décompte héliotiste. Mon problème c'est que je manque d'historique hein, sur le cuivre, donc c'est pas évident. Mais vous voyez ici, si je devais donc prendre cette amplitude, donc ce point bas et le point haut, en alignant donc le canal de régression sur les plus hauts, on voit des nettes réactions sur la ligne médiane et on est arrivé tout en bas du canal. D'accord. Donc ici, je dis pas que ça peut pas longer, mais je pense que le potentiel à la baisse sur le cuivre est plus énorme. Et peut-être que c'est aussi une des raisons qui explique que l'AUD a le vent en poupe en ce moment. Et d'ailleurs, on va en parler de l'AUD, puisque je vous avais présenté un joli triangle. Et on va voir ce qu'il en est. Justement, alors je vais me mettre en vue journée. Et en vue journée, sur l'AUD USD, voyez, hein, on en est là. Donc on a bien été atteindre, le marché a bien atteint la zone d'objectif des 0,73. Donc ça c'est intéressant parce que c'est techniquement ici un point potentiel de short. Mais il est trop tôt pour le shorter. Il est trop tôt pour le shorter parce que nous pouvons avoir ici quelque chose aussi de plus ambitieux et il n'est pas impossible que la structure en A, B que j'avais évoqué à un moment donné se transforme en un flag. D'accord. Il est difficile de savoir si à ce stade, ce triangle symétrique va être respecté. Je ne le sais pas encore. Il est important pour cela d'attendre que le marché nous offre une structure en chandelier japonais, pardon, baissier. D'accord. Soit vous décidez de shorter ici avec un stop sur les plus hauts, mais vous êtes quelque part en contre-tendance, hein, même si, enfin en contre-tendance quand même depuis début septembre. Depuis début septembre, le marché fait des hauts et des bas de plus en plus hauts. D'accord. Donc on est dans une reprise technique haussière, j'ai envie de dire dans un retracement haussier depuis début septembre. Donc on est quelque part par rapport à ce mouvement-là, on est un peu contre-tendance. En même temps, on sait qu'on arrive sur le haut d'un canal, on est sous une oblique, on est un peu dans une zone de résistance. Il y a pas mal d'éléments qui nous disent qu'ici, c'est pour ça que je mets un rectangle rouge, on est dans une zone stratégique d'intervention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je voulais faire quelque chose ici, ça ne serait pas acheté, ça serait plutôt shorté, à minima pour aller rechercher le bas du triangle. C'est-à-dire qu'ici, si je devais faire quelque chose, je ne peux pas acheter ici, parce qu'on est sous cette oblique, on a tous ces obliques-là qui sont contre nous. On ne peut pas acheter là, trop tard. Mais shorter avec un stop ici a du sens, avec une prise de bénéfice en bas du triangle et un sol qu'on laisse traîner en espérant que là, on a bien fait une vague 1-2 et on part chercher la ligne médiane, d'accord, qui serait l'objectif par action-réaction, justement, puisque bas de canal, haut de canal, le marché est recherché la ligne médiane avant de repartir soit sur une nouvelle direction, soit de continuer de filer dans le sens de la tendance de fond. On sait que sur l'AUD, on est sur une zone mensuelle de support croisé, je vous l'ai déjà expliqué maintes fois. Donc j'ai envie de dire pour l'instant avantage au bullish, mais on est dans une zone ici technique de short. Voilà. Donc même si le marché ne va pas jusque là, si on voit qu'on a une structure de retournement chandelier japonais, moi j'attendrai quand même un price action avant d'y aller, parce qu'on a quand même une poussée haussière, hein. Mais si on voit une structure de retournement, eh bien pourquoi pas y aller avec un stop serré, et puis vite neutraliser son risque, prendre des bénéfices de façon à ce que vous ayez une position gagnante quand le marché revient sur la partie basse, et puis vous laissez traîner un solde. Ça peut être une stratégie. Mais pour l'heure, attendons de voir, parce qu'on a quand même eu un Marubozu, attendons de voir que ça se confirme en termes de psychologie chandelier japonais avant de prendre une quelconque décision. On peut regarder le DAX, parce que je sais que vous aimez bien le DAX. Avant le 3 et après, ce n'est pas un butterfly pattern bearish. Un butterfly pattern bearish.
Euh, Bonne question, je crois le voir apparaître ici. C'est ça, c'est cette structure qui est ici, là, en fait, et qui aurait donc donné son point d'orgue ici. C'est possible, je dois t'avouer que je suis pas un expert des harmoniques patterns, euh, et pour le coup, pour te répondre, euh, le truc c'est que les butterfly et autres structures en harmonique pattern ne se détectent pas que visuellement, mais se calculent par rapport à des niveaux Fibo. Il y a plein de, il y a plein de, comment dire, de rapports Fibonacci entre les différentes vagues constitutifs à ces structures d'harmonique. Et il faut vraiment donc en tenir compte. Et je sais que on peut les calculer via des tableaux, c'est des matrices pas forcément très simples, même si ça reste pas très compliqué, pour pouvoir déterminer si une structure en harmonique respecte les ratios Fibonacci. C'est extrêmement important. C'est pas uniquement quelque chose de visuel, c'est aussi et avant tout des rapports Fibonacci. Je suis pas un expert. Personnellement, je traite pas du tout avec ça. Je sais qu'il y en a qui le font. Je pense qu'il faut absolument utiliser des harmoniques avec des niveaux de support et de résistance clés, en fait ajouter des éléments chartistes en plus de ces éléments d'harmonique. D'accord. Moi je les utilise pas parce que je trouve que mes fourchettes et mes niveaux d'expansion, voilà, c'est pas qu'ils sont plus forts, mais me conviennent mieux et me donnent donc des bons résultats et ça me satisfait pleinement. Et comme je vois que vous êtes toujours aussi nombreux à assister à mes webinaires, eh bien c'est que je pense que cela vous intéresse également. Alors, donc pour en revenir sur cette AUD, voilà, donc attention. Euh, on en reparlera donc peut-être sous la forme d'un article si je vois ici une structure en chandelier qui arrive, ou je le dirai sur mon compte Twitter. Ça sera plus simple. Alors le DAX, alors ça c'est le GBP, pardon. On va revenir sur le DAX. D'ailleurs, que fait l'euro? Que fait l'euro? Que fait l'euro? Je vais cliquer sur l'euro. L'euro, j'avais évidemment la semaine dernière encore une vision baissière sur cet actif. Ouais, donc bah ouais, il n'y a pas de, y a pas de changement, hein, ça reste bearish. Tant qu'on n'a pas été rechercher le bas de ce canal baissier, il faut rechercher que des positions vendeuses. Donc pour le coup, hein, maintenant, faut se mettre en intraday, j'ai envie de dire. Et dans l'intra, dès que vous avez des petits replis, c'est toujours essayer de shorter dans le sens de la tendance. Pour moi, le marché doit aller rechercher le bas de ce canal, aller rechercher la zone des 1,04, 1,05 comme ouais, un 0,450, un 0,5, comme je vous l'ai dit, et pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qu'il est en train d'essayer de faire. L'euro UD, je vous avais fait un article dans lequel je vous disais que j'étais bearish. Bah, visiblement, c'est super bearish encore. J'avais donné, moi, on était, je sais plus où on était exactement, mais je vous avais donné comme premier objectif les 1,48. Puis en fait, il est en train de massacrer tous les niveaux Fibonacci. L'euro AUD berry jusqu'à preuve du contraire, mais attention, on vient d'arriver sur la ligne médiane, donc à voir comment ça va se comporter. Pour vous le dire, pour vous dire différemment, si le scénario en triangle se confirme sur l'AUD-USD, c'est-à-dire que on est arrivé sur un haut triangle symétrique sur l'AUD, qui donc est une figure chartiste de continuation. Ça veut dire que on est arrivé sur un point haut sur la UD-USD et que il ne peut plus que baisser. Si ça devait être le cas, eh bien ça veut dire que techniquement la ligne médiane de ce canal de régression va repousser les cours et que donc ici on devrait avoir une appréciation maintenant sur l'euro AUD. Rien n'est moins sûr pour le moment. On a des bougies qui montrent bien la pression baissière jusqu'à preuve du contraire. C'était le DAX. Et je vais terminer sur le DAX puisque je vois qu'il est déjà 16h56. Alors, le DAX, comme sur le CAC 40, je vous avais indiqué la semaine dernière, euh, ou même c'était via un article, pardon, non, c'était un article, je vous avais fait un article sur le DAX en vous indiquant qu'ici on était sur une zone à problème. Une zone à problème puisque
Si on regardait cette fourchette d'Andrews, comme quoi vous voyez, hein, j'ai un bon feeling quand même sur les marchés. Quand on voit cette fourchette d'Andrews et quand on voit les contacts, hein, qu'il y a ici, on pouvait s'étonner de cette zone. En plus, on a même si ça restait subjectif, on est arrivé sur des zones, des clusters Fibo. On est sur un cluster Fibo en fait. Donc ici, je suis pas surpris de voir donc des prises de bénéfices arriver sur ce seuil. Et c'est ce que je disais dans l'article. Si on voit des structures, une structure en chandelier qui montre que le marché voit bien la zone comme une zone à problème, eh bien attention, puisque ça peut donc décaler et pourquoi pas aller rechercher par action-réaction la ligne médiane, au moins, vous voyez, TP1 10 780, la ligne médiane de ce canal. D'accord. Donc ici, il y a un risque que le marché effectivement soit baissier sur les sessions à venir. En tout cas, une stratégie pourrait être, si par exemple on a une confirmation, vous voyez, il n'y a pas encore assez de bougies pour nous confirmer ce top, mais si on pouvait avoir, vous voyez, quelque part une structure en 1, 2, 3 reversal, c'est-à-dire une bougie qui reviendrait chercher le haut de cette fourchette et qui casserait, donc la ligne de coup du 1, 2, 3 reversal, ça validerait définitivement l'angle de la fourchette, ça nous donnerait un stop clair, et avec un objectif de retour sur la ligne médiane qui nous donnerait du 1 pour 3. Et ça serait une stratégie en journalier qui pourrait être intéressante dans le cadre d'une recherche de short. Alors sur le CAC 40, j'ai voulu regarder ce que ça donnait. Pour l'instant, c'est difficile d'être baissier encore, hein, on est d'accord. Mais vous voyez, sur le CAC 40, si je fais, donc c'est subjectif, hein, dès que c'est subjectif, c'est un trait avec des pointillés. Si je devais en fait lier ce point-ci avec ce point-là, parce que je vois qu'ici on bute également, vous voyez, donc j'ai l'impression que on est finalement plutôt sur une oblique comme celle-ci, eh bien on aurait, ma foi, un très beau triangle symétrique. Donc je ne suis pas du tout là en train de vous le vendre, ce triangle symétrique, c'est juste c'est juste en fait que c'est une possibilité. D'accord. Ça veut dire que sur les indices, on reste bullish, parce qu'un triangle symétrique, c'est une figure de continuation. Mais c'est pour alerter quand même que on est quand même sous quelque chose qui a l'air de poser un problème, à la fois sur le DAX et sur le CAC, et donc prudence. Quand on regarde d'ailleurs le Nikkei, donc le Nikkei, hein, qui est reparti visiblement pour faire des plus hauts. Si je devais faire un report de cette oblique sur cette oblique, donc si je devais faire un report de cette oblique sur ce haut de marché, vous voyez qu'on arrive sur cette oblique également. Donc le marché va arriver vite sur quelque chose qui, d'un point de vue chartiste, peut lui poser problème. D'autant plus qu'on a des niveaux Fibonacci ici qui montrent que les 20 000, chiffres psychologiques, 20 000, 20 180, vont faire office de barrage, de résistance. Donc attention à ce que cette structure-là ne devienne pas réelle, auquel cas, eh bien, pareillement, si on pouvait tracer une forme de ligne médiane de ce pseudo-canal qui n'existe absolument pas encore, eh bien ça pourrait être un objectif. Donc voilà, je ne suis pas en train de vous dire que faut shorter les indices, c'est pas le cas, mais je suis par contre en train de vous dire qu'il ne faut pas les acheter là où on en est et qu'il faut attendre de voir ces prochaines sessions. N'oublions pas qu'il y a le NFP qui arrive en fin de semaine et ce NFP est important, notamment d'ailleurs pour principalement pour le dollar, mais aussi donc pour les indices américains. Parce que si le NFP montre un mauvais chiffre, ou un très bon chiffre, il peut y avoir des conséquences, vous savez, au niveau de la Fed pour un relevé des taux d'intérêt. Si la Fed devait relever les taux d'intérêt, je pense qu'il y aura un impact important sur les indices US qui ont été très très bullish parce que justement les taux d'intérêt étaient bas, parce que il y avait un quantitative easing, donc bref, parce que la Fed allait dans une certaine direction. Si la Fed change de direction, quel va être l'impact au niveau des indices? J'ai envie de dire qu'il ne sera pas forcément dans le sens initial, puisqu'on change de direction. Je pense que les indices peuvent retracer. Si les indices américains retracent, qu'en sera-t-il des indices européens? La question est ouverte. D'accord. Moi, je sais que les indices
US en horizon mensuel sont arrivés quand même sur des hauts. La tendance est certes bullish, mais on est sur des niveaux psychologiques qui sont quand même pas évidents, quoi. Donc c'est difficile d'acheter les indices là où ils sont, et je pense que la seule façon de faire, c'est d'attendre qu'il y ait soit un vrai breakout de la zone de congestion dans laquelle on est, c'est-à-dire une vraie décision du marché, et pour ça il faudrait un vrai catalyseur, et je ne sais pas lequel on pourrait avoir. Je ne sais pas si ici le SP en mensuel va s'afficher correctement, puis après je vais devoir vous laisser. Euh, vous n'avez plus de son, a priori? Si, je pense que vous devriez encore avoir du son. Euh, voyez où on est, hein, sur les indices. Voyez, le SP, il est sur un haut de canal Andrews. Euh, on est sur un niveau où lui aussi pourrait avoir envie de faire un triangle. Voyez, un triangle sur le SP, un triangle sur le CAC, pourquoi pas, quoi. C'est quelque chose qui peut avoir du sens. Euh, on n'en est pas là. Pour le moment, on est bully jusqu'à preuve du contraire, mais sous résistance, on est sous cette ligne médiane, on est sur la partie haute du canal. Bullish, certes, mais c'est dangereux. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc, si vous voulez commencer à vous positionner à l'achat sur ces six niveaux-là, je pense que c'est pas une bonne idée. Il faut attendre un vrai breakout des niveaux de résistance, et à ce moment-là, après, attendre un pullback. Ou alors, pourquoi pas, ce qui peut être aussi intéressant, c'est tenter des shorts en intraday sur des structures chartistes claires, et vite vous mettre stop 0 parce qu'on est sur un marché dangereux, d'accord, et qui va être certainement piégeux. Voilà, donc ça c'était le message que je tenais à vous dire. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vais voir pour la file sur le forum. En attendant, posez-moi vos questions sur mon compte Twitter, donc abonnez-vous sur mon Twitter, donc Lavallée à l'AVA2L2E Nicolas. Et je répondrai tout simplement. Voilà, merci à vous et bonne fin de semaine, et je vous dis à demain pour un prochain article sur DailyFX. Merci à vous.